Bonjour à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui pour cette session, cette table ronde avec évidemment Microsoft. Je suis Xavier Perret, je suis le directeur d'Azure chez Microsoft France, et puis WebHelp et Artefact. Et je suis ravi d'animer cette session sur le B2B. Alors il y a deux raisons pour lesquelles en fait je suis ravi. La première, c'est que justement on va parler de transformation digitale et B2B. On a l'habitude d'associer finalement la transformation digitale et le consumer, le résidentiel, le marchédentiel et donc le B2C. On a moins l'habitude de parler finalement du B2B. Or, si vous êtes aujourd'hui une entreprise B2B, plus que jamais, vos clients entreprises aussi, vos clients vous-même se digitalisent, attendent des réponses personnalisées, tant en avant-vente qu'en après-vente. Et donc, vous devez être concerné par cette table ronde pour pouvoir proposer les bonnes solutions pour digitaliser vos processus, en l'occurrence sur la partie avant-vente dont on va parler aujourd'hui. Et puis la deuxième raison pour laquelle je suis encore plus ravi d'animer cette session, c'est parce que je suis avec des partenaires que je connais bien, qui sont des très bons partenaires avec lesquels on échange tous les jours, en l'occurrence WebHelp et Artefact avec nous aujourd'hui. Et donc on va finalement échanger ensemble comment aujourd'hui WebHelp Entreprise a développé, avec l'accompagnement d'Artefact, un moteur de génération de leads B2B en full stack Microsoft pour mieux accompagner ses clients. Et on va évidemment, c'est promis, décortiquer chacun des mots derrière pour comprendre les coulisses de ce projet transformationnel B2B. Alors c'est un agenda qui est assez rempli, on va démarrer, on va autant parler des enjeux de WebHelp Entreprise que de la solution développée par Artefact derrière, et puis évidemment technologiquement comment s'y est pris, l'accompagnement, la partie culturelle aussi derrière. Alors, avant de démarrer, je vous propose chacun une petite introduction, sa table ronde, de votre rôle et de votre entreprise. On va commencer par Julie Cadalen. Bonjour, donc moi Julie Cadalen, je suis en charge de la transformation digitale chez WebHelp Enterprise et depuis le 1er janvier Deputy GM. La transformation digitale, qu'est-ce qu'on met dedans? Aujourd'hui, on met la data, le marketing et tout ce qui va être aussi le tech stack, donc les outils commerciaux qu'on va donner sur nos projets pour améliorer l'efficacité. On va effectivement aborder tout ça. Avec toi, du coup, on a l'honneur d'avoir aussi Étienne Turion. Bonjour, moi je suis le CEO de l'entité WebHelp Enterprise. Donc WebHelp Enterprise, c'est l'entité du groupe WebHelp qui est dédiée au métier de la vente en B2B. Grosso modo, c'est 4000 vendeurs répartis sur 12 hubs dans le monde entier. Et mon quotidien, c'est de travailler avec les clients, c'est ma source d'inspiration. Essayer d'animer la partie opération. On a toujours des progrès à faire en la matière. Récemment, on vient d'ouvrir des nouvelles localisations. Et puis travailler avec Julie sur le Future of Sales qui nous occupe tout le temps. Exactement. Et puis enfin, Artefact, Alexandre. Bien, bonjour. Merci bonjour, de nous avoir invités. Donc, je suis Alexandre, associé chez Artefact. Artefact, on est donc une société de conseil en data. Donc, on accompagne nos clients dans leur transformation sur les parties d'ingénierie, data science, de cas d'usage, d'analytics. Et puis, à titre plus personnel, je pilote les activités B2B d'Artefact. Et j'entends par B2B les entreprises de services B2B, évidemment, comme WebHelp, ou de distribution B2B. Voilà, donc ravi d'être là aujourd'hui pour échanger. Merci beaucoup à vous trois d'être là. Alors, pour démarrer, peut-être poser un petit peu la table ronde, on va regarder une petite vidéo sur la problématique du B2B et le concept de Lead Factory qu'on va un petit peu évoquer aujourd'hui. Did you know that your salespeople spend less than 36% of their time selling? Why? Because they lack high-quality data. Yet data is the key foundation of any sales team's performance. Just think about it. Would you rather that your sales team spend hours searching for leads or actually engaged with those leads? In today's fast-paced world, more than 40% of data relevant for sales becomes outdated every year. Companies that don't manage to keep their data up to date see their sales significantly impacted by on average 15%. Are you ready to give your data and business the attention it deserves? We've developed a robust engine that not only creates databases but enriches existing ones, leveraging our proprietary tech and algorithms to consolidate all public data available online. But basic contact information isn't enough for sales success. So we bring in our unique expertise, capturing weak signals to help your sales experts focus on the leads most relevant and likely to convert. Combining various technologies, we deliver fully customized data across all geographies and segments. With this innovative approach, we've already proven that qualitative data really boosts your sales activity with high potential leads and increased engagement time.
But most importantly, it enables salespeople to do their jobs smarter, faster, and better. Are you ready to take your sales performance to the next level with our Lead Factory? Get in touch. Alors, vous l'avez vu dans cette vidéo, on va démarrer en fait. Alors, Étienne, on va commencer par toi, si tu veux bien. On a vu l'enjeu dans cette vidéo des activités commerciales B2B, hein, de vos clients même. Mais juste avant, est-ce que tu peux nous rappeler un peu les challenges de Webhelp, son positionnement et justement sa transformation vis-à-vis de ses propres clients? Les challenges, c'est l'intégration de la partie. À l'origine, le métier d'outsourcing, c'est mettre à disposition des people, que ce soit pour du customer care, du tech support ou aussi de l'activité B2B sales qu'on fait. Ce qu'on voit, c'est des métiers qui sont en croissance forte depuis des années. Le Covid a pas mal changé la donne dans notre business parce qu'on est passé d'un mode de vente terrain à une vente à distance. Mais cette vente à distance, elle intègre beaucoup de digitalisation. Et en fait, on a deux piliers dans notre business. Un qui sont des people. Donc comment on recrute, on forme, on manage les gens qui vont faire ce métier au quotidien. Et de l'autre côté, cette digitalisation, comment on peut intégrer un tech stack différent de celui qu'on avait dans le passé. Alors ça a commencé il y a quelques années avec les CRM type Microsoft, mais aujourd'hui il y a d'autres éléments qui peuvent soit accompagner le parcours du client sans intervention humaine, soit dans l'intervention humaine, améliorer la performance commerciale. Donc on le voit au travers de différents outils, type on est en train de tester le speech analytics, on est en train de faire des tests sur Metaverse. Mais il y a un sujet dans le business du sales qui est clé, c'est la data. C'est le fuel du business, tout démarre par là. Si vous n'avez pas un bon dataset, vous n'allez pas avoir de bonnes performances. Et on avait constaté avec Julie que sur la plupart de nos clients, que ce soit des grands donneurs d'ordre internationaux ou des PME en France, très souvent, nos équipes commerciales passent beaucoup de temps à requalifier, aller chercher de la donnée qui n'est pas mise à disposition dès le départ. Donc on s'est posé la question de savoir comment on pouvait améliorer cette performance commerciale, rendre le métier du vendeur plus intéressant, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est notre value propre, c'est de générer du revenu. Donc moins on passe de temps à qualifier, plus on en passe à discuter avec les clients. Et donc la discussion et notre stratégie, c'était de voir comment on pouvait intégrer une partie automation sur cette recherche de data. Donc c'est la genèse un peu du projet. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a, pour résumer, effectivement, avant, bon, évidemment, ça fait déjà depuis des années au marketing, au sales, on cherche à avoir des leads qualifiés. Ouais. Et là, avec l'accélération du Covid, la donnée, c'est-à-dire ne pas perdre du temps à requalifier cette donnée, ça devient d'autant plus critique, voilà, pour un sujet aussi de productivité des commerciaux derrière. Donc, alors, est-ce que, du coup, pour élargir un petit peu avant, Alexandre, on l'a dit, Artefact est une agence de conseil en data, en particulier sur la partie B2B. Le sujet de la donnée, j'imagine que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus sur l'ensemble des entreprises. Ce questionnement autour de comment je pilote la donnée de mes clients pour savoir à quel moment de vie finalement ils sont par rapport à mes produits. Oui, effectivement. En fait, le point de départ de l'accélération data dans le B2B, c'est d'abord les comportements d'achat qui changent. C'est-à-dire qu'en fait, on observe de plus en plus que les clients B2B ont des comportements d'achat qui en réalité sont de plus en plus proches de ceux de clients B2C. Si on regarde un peu les critères de fidélisation d'un client B2B, en fait, un des premiers critères, c'est l'expérience cross-canal. Ce qui est évidemment des attentes qu'on a tous individuellement dans notre vie de tous les jours. On retrouve après le service client et la réactivité. C'est là encore une attente d'un client B2B qui se rapproche très fortement de ce que nous, individuellement, on peut attendre. Et puis le troisième critère, alors qui est plus sur des sujets de distribution B2B, en fait, c'est le stock. Si le produit est en stock, je l'achète. S'il ne l'est pas, je fais un concurrent, de manière à peu près équivalente à nous, nos comportements. Donc en fait, on observe que les comportements d'achat dans le B2B, en réalité, ont complètement évolué vers des comportements d'achat qui sont propres à nos comportements très B2C. Et partant de là, de facto, en fait, tous les chantiers de transformation par la data dans le B2B, avec un petit peu de décalage, ont suivi ce qui s'est passé quelques années plus tôt dans le B2C. Donc il y a eu, il y a 4-5 ans, la première vague sur le marketing. Ouais. Moi, acteur B2B, comment est-ce que je connais mieux mon client ? Je travaille ma connaissance client, je vais automatiser la segmentation, peut-être faire du scoring. Donc je vais avoir une approche marketing qui est beaucoup plus automatisée, qui est un peu la même histoire que le B2C quelques années plus tôt. Et vraiment, le virage plus récent, et Webhelp est un très bon exemple, c'est la fonction sales. Comment est-ce que je vais aller chercher des clients, du prospect,
où là, la problématique d'aller générer du lead, d'automatiser ce qu'on appelle historiquement de la pige, en automatisant un certain nombre d'étapes qui pouvaient être manuelles pour gagner en efficacité dans la démarche commerciale, ça, c'est clairement un mouvement B2B qui est très fort maintenant depuis 2-3 ans. Donc, la tendance, elle est assez nette, c'est que les activités ou les actions de marketing et sales dans le B2B, elles reprennent avec un peu de décalage, et c'est normal, ce qu'on a vu par le passé chez les acteurs B2C. Et ça, c'est vraiment une tendance de fond, et on retrouve des use cases en fait assez comparables. Et pourquoi on trouve ce décalage entre le B2B et B2C? Parce qu'effectivement, on imagine bien que n'importe qui aujourd'hui veut avoir la même expérience, qu'il soit dans son travail que finalement chez soi. Et pourquoi cette accélération? Est-ce qu'elle est due, selon toi, voilà, justement, post-pandémie, une façon de travailler différente derrière? Oui, effectivement. Je pense qu'on a tous appris ou développé très fortement de communiquer avec ses fournisseurs aux clients par chat pendant la pandémie. Évidemment, les conférences téléphoniques. Et puis, autre élément intéressant, c'est que si on regarde le nombre de channels, donc de points de contact entre un client B2B et entre un fournisseur, dans sa démarche d'interaction avec son client, il a quasiment été multiplié par 2. Donc aujourd'hui, utiliser du chat avec ses fournisseurs ou ses clients, c'est devenu commun dans pas mal d'industries. De la même manière qu'en fait, on va beaucoup plus simplement faire du webinaire dans sa démarche, ou en tout cas échanger webinaire, acheter en ligne aussi, exactement, dans ses produits derrière directement. Et donc on va voir le commercial comme en support finalement d'un acte de vente et pas comme celui qui va passer du temps et donc améliorer sa productivité. Tout à fait. Et ça, on le voit sur toutes les industries, quelles que soient les industries aujourd'hui. C'est aucune industrie B2B n'est épargnée, j'allais dire, par ce mouvement de fond. Exactement. On le voit dans les industries de services B2B, des industries alors qui sont plutôt pharma, mais qui ont des distributions intermédiaires. Globalement, voilà, c'est clairement un effet assez large qu'on observe dans la transformation de la taille du B2B. Alors, si on revient maintenant sur Webhelp et ce qui a été construit avec Artefact, plutôt vers toi, Julie, on l'a vu dans cette vidéo, il y avait des chiffres assez intéressants. 36% du temps des commerciaux n'est pas passé en contact client. Les données dont ils disposent pour aller faire du business sont obsolètes, c'est-à-dire que 40% des données sont obsolètes au bout d'un an. Évidemment, les clients B2B évoluent tout seuls. Et au bout d'un an, ils ont peut-être changé de poste, ils ont peut-être changé d'entreprise. Les données peuvent être autant internes qu'externes, avec les données réseaux sociaux. Comment, finalement, vous êtes pris, c'était quoi les gros enjeux de ce projet? Alors, vous avez parlé beaucoup de ROI et de productivité. C'est clair, c'est l'enjeu numéro 1 de nos clients. On reste un outsourcer, on va chercher aussi la réduction de coûts. Maintenant, il y a un enjeu qu'on oublie aussi pas mal, c'est la partie people qu'Étienne a mentionné. Ouais. Et du coup, comment on peut aussi s'assurer que nos commerciaux sont heureux dans leur job et restent sur ces positions. Clairement, c'est de les faire se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. Et aller passer sa journée à chercher des contacts, à vérifier des numéros de téléphone, à compléter des CRM qui sont soit caducs, soit mal enrichis, ça ne fonctionnait pas. Donc, pendant très longtemps, on s'est retrouvé avec nos directions de compte, nos operations managers qui n'avaient que pour seule solution d'aller voir des courtiers en data et d'aller chercher du coup des bases qui, trop souvent, ressemblent à des annuaires. Globalement, c'est des noms d'entreprise, des noms de décisionnaires. Des données statiques en plus. Des données voilà. statiques assez anciennes. Donc nous, notre enjeu, c'était d'aller au-delà de ça. Déjà de pouvoir proposer une solution de bout en bout à nos clients, mais aussi d'aller chercher autre chose que cette donnée purement démographique, en fait, ou firmographique, et d'aller chercher du signal faible. Donc on a fait appel à Artefact, effectivement, il y a à peu près 2 ans maintenant, pour aller voir déjà si notre approche faisait sens. Et on a démarré par une notion de prototypage. On n'a pas voulu se lancer dans des développements longs, coûteux, sans valider que l'approche pouvait fonctionner. Donc on a pris 2 cas d'usage, un cas où on avait besoin de créer de la donnée et un cas où on avait besoin d'en enrichir. Et en l'espace de 2 mois, avec l'accompagnement d'Artefact et aussi en s'appuyant sur nos équipes internes, puisqu'on a des équipes de développeurs en Roumanie, on a vu qu'on pouvait rapidement monter une solution agile et qui nous permet du coup d'atteindre cet objectif, d'aller au-delà de la donnée firmographique basique. Et donc, dans une deuxième étape, une fois qu'on a validé cette approche prototype, on s'est lancé sur une phase plus longue d'à peu près 8-9 mois, où là, on a vraiment du coup maturé la solution. On est passé par des entretiens auprès de nos équipes commerciales, comprendre du coup quels étaient vraiment les points compliqués qu'ils avaient aujourd'hui. On a aussi été interviewer nos clients, certains qui sont peut-être d'ailleurs aujourd'hui en train d'écouter ce webinaire, pour vraiment comprendre leurs enjeux. Et on a du coup développé notre solution, encore une fois, en tripartite, même quadripartite si je peux dire, parce qu'il y avait du coup Webhelp, notre équipe de développement en Roumanie, le tech stack Microsoft et Artefact qui nous a accompagnés.
Et donc, au final, on a aujourd'hui une solution qu'on améliore encore constamment, qu'on appelle la Lead Factory, vous avez vu la vidéo, qui s'appuie principalement sur 2 technologies. La première, c'est les API, donc ça, je pense que vous expliquerez ce que c'est plus précisément, et la partie RPA, Robotic Process Automation. Et notre enjeu principal, encore une fois, c'est d'aller chercher de la donnée différenciante qui permettent à nos commerciaux de vraiment faire leur travail de commercial. Donc la Lead Factory, donc il y a bien le concept d'usine pour créer des leads, en fait les qualifier, mais surtout mettre à disposition de la donnée. J'aime bien effectivement dans ce que tu dis, parce qu'il y a 2 choses. Il y a à la fois automatiser, finalement, c'est-à-dire pour que le commercial ne perde pas du temps, ce qui est une manière de le retenir, c'est-à-dire qu'il puisse avoir du temps finalement pour les tâches à valeur ajoutée, c'est-à-dire le temps passé chez son client en l'occurrence, avec les bonnes données, c'est-à-dire le bon contexte client. Dans ce projet-là, alors on a, ce qui est intéressant aussi, c'est le côté agile. On va voir que c'est aussi lié au cloud derrière. La partie de déploiement, est-ce que ça a posé des problématiques particulières, cette phase de développement et de mise à disposition? Je pense que tout est dans la technologie. En fait, le vrai sujet, c'est le change management. C'est pour ça qu'on a voulu embarquer nos clients et nos collaborateurs en phase amont pour comprendre vraiment quels outils, quelles méthodes et quels besoins ils avaient vraiment. Et ça nous a permis de bien choisir du coup la façon de développer notre engin data du coup. Alors, tu as parlé aussi d'API. On va y venir 2 secondes ensemble. Donc, une API, c'est quoi? C'est une interface de programmation ouverte qui permet de se connecter finalement à différents types d'autres données. C'est-à-dire que du coup, vous avez construit une solution qui est ouverte par nature pour collecter d'autres types de données. Tout à fait. La vraie richesse, c'est qu'on peut du coup s'appuyer sur toutes les sources de données publiques et certaines privées pour aller collecter de l'information partout où elle est disponible, peu importe la géographie, le secteur, le type de décisionnaire, etc. On va jusqu'à aller regarder aussi les sites web des entreprises pour capter des mots-clés, des indices. Des choses qui apparaissent, des signaux faibles dont tu parlais derrière. Qu'est-ce qui se passe s'il y a d'autres types de nœuds qui arrivent ou d'autres réseaux sociaux, etc. Tu as parlé de ces API, donc ces ouvertures de données. Est-ce qu'on peut les intégrer facilement? Est-ce que c'est prêt à l'emploi finalement? Comme on mixe en fait justement les API et le RPA, pour ceux qui découvrent, c'est globalement accélérer, automatiser des tâches qu'on ferait manuellement de façon répétitive. Donc tout ce qu'un sales ferait manuellement à la main sur un site web, on peut le répliquer avec du RPA dans la mesure où ça reste assez simple et que ça ne change pas tous les 4 matins. Et donc du coup, oui, on voit par exemple sur la partie Asie, LinkedIn n'est pas du tout présent sur ces marchés. Culturellement, c'est pas, le personal branding n'est pas encore très présent. On est en train de réfléchir sur ces marchés à quelle autre source d'information identifier pour aller trouver des décisionnaires. Aujourd'hui, je suis en entreprise. Je pense qu'on va revenir 2 secondes sur le prêt à l'emploi derrière, finalement. Est-ce que c'est facile à mettre en place? C'est comme une offre SaaS. Alors aujourd'hui, c'est une offre SaaS. Après, très clairement, aujourd'hui, on livre de la donnée. Donc là, c'est plutôt une offre de consulting data aujourd'hui. Notre ambition, on en parlera plus tard, c'est effectivement d'aller sur une offre self-service, très clairement. Mais aujourd'hui, c'est plutôt prendre un brief de nos clients, vraiment échanger avec eux, les challenger sur la segmentation, sur les données, sur le parcours client, sur comment on se sert de cette donnée. Et du coup, aller chercher de façon très ad hoc, justement, les sources de données. Ce qui change des courtiers data traditionnels qui vont vous livrer, encore une fois, nom d'entreprise, adresse. Voilà, c'est des champs on met disponibles. le moteur qui est adapté effectivement au contexte de l'entreprise. Il y a un petit setup quelque part pour l'optimiser au début. Et puis ensuite, on peut rajouter des types de données s'ils apparaissent au fur et à mesure. Exactement. Dans la mesure où la donnée est disponible sur le web, on peut tout imaginer. Alors, sur la partie technologique, tu en parlais derrière. Pourquoi le cloud, du coup? Qu'est-ce qui permet derrière? Pourquoi vous l'avez construit, en l'occurrence sur Azure et sur le cloud Azure? Il y a plusieurs raisons. Déjà, WebHelp, on est global. On a du coup une présence super internationale. On a besoin d'avoir du coup quelque chose qui est accessible à toutes nos équipes. Et puis du coup aussi l'agilité que permet le cloud pour les développements et la customisation en permanence. Ça répondait complètement aux besoins. Puis du coup, pour aller un cran plus loin, on a complètement développé la solution dans un environnement Microsoft. On a démarré par une Power Apps pour pouvoir collecter les besoins du coup data. On travaille principalement sur Excel, ça reste un basique, mais c'est quand même l'outil basique. On peut optimiser dans les évolutions, on en parlera. On est sur SharePoint du coup pour partager les données et collecter les datasets avec du coup nos équipes de développeurs. Et puis on utilise aussi au quotidien Teams pour échanger en interne de façon très agile avec les développeurs, un changement à faire, un meeting à caler. Voilà, pour nous, c'est du Qui sont des outils accessibles par tous. Je pense que c'est ça aussi, de parler d'Excel, pas SharePoint. Après, la mécanique du cloud, la data, tout ça est automatisé, mais finalement, on va utiliser des outils que tout le monde connaît, y compris qui sont déjà disponibles dans l'entreprise. Et puis, les robots qu'on utilise pour le RPA et les API, ça évolue parfaitement bien avec le cloud, de toute façon. Alors, du coup, peut-être, toi, Étienne,
finalement, quels résultats, on a vu quels résultats on attendait sur l'accompagnement des clients, quels résultats concrets a amené finalement ce type de projet? Nous, notre stratégie, elle est vraiment axée autour de redesigner le Sales Engine. Voilà, donc c'est fini la vente à la papa, où on prend son Excel et puis on commence à la lettre A, on finit à la lettre Z. Donc ce que ça nous a apporté, c'est 3 choses. Le premier élément, pour moi, c'est la pertinence de l'information. Donc, à partir du moment où on a cette agrégation, ce niveau de granularité qui est intéressant, ça apporte de la performance, d'autant plus que c'est dynamique. Donc, on a une relation constante entre les équipes de digital chez Julie et les plateaux de sales, où en fait, on monitore la qualité de la data qui est envoyée pour réinjecter des données supplémentaires ou refaire des calibrages. Le deuxième élément, clairement, c'est la productivité. C'est ce que démontrait la vidéo. Et ça, on le voit sur l'ensemble des dossiers. Aujourd'hui, on a à peu près la moitié du parc client. On a à peu près 90 clients dans le monde entier qui ont déjà fait des POC ou des phases run sur le Lead Factory. Et très clairement, on a des gains de productivité qui sont énormes. Et le dernier élément, c'est le temps passé par le commercial. C'est le temps passé par le commercial. Chez son client, voilà. Qui va gagner. Et donc, du coup, par conséquence, plus de temps passé à faire du sales, plus de résultats. Plus de sales, plus de... Voilà. Et le dernier élément, disait Julie, c'est vrai que c'est vraiment important, c'est le confort et l'intérêt pour nos commerciaux. Le métier a complètement changé depuis 4 ans. Aujourd'hui, on recrute que des Bac+5 dans le monde entier. Donc, c'est des gens qui ont une certaine exigence en termes... Et ils préfèrent aller closer un deal sur Azure, je ne sais pas sur quel marché au LATAM, plutôt qu'aller qualifier la boîte qu'ils souhaitent adresser sur ce marché. Donc, ça rend leur métier beaucoup plus intéressant. Et on les utilise véritablement ce pourquoi ils sont dédiés, c'est-à-dire avoir une approche de consulting, de customer success avec leurs clients. Alors Julie, même constat finalement sur aussi créer plus de leads qualifiés dans la mécanique, c'est à la fois plus de leads qualifiés et productivité. Oui, tout à fait. On le voit, nos équipes sont, comme le disait Étienne, ne s'embêtent plus à aller chercher la donnée et transforment plus vite. Et puis il y a un autre enjeu aussi qui est important, c'est les courtiers data, souvent, ils sont beaucoup sur le volume. Ils ont un intérêt à vendre du volume. Nous, on est vraiment sur une approche customisée et où on veut chaque mois être en test and learn avec les équipes. Donc notre objectif, c'est pas de livrer 100 000 leads mois 1, c'est plutôt d'aller travailler avec les équipes commerciales. On parle souvent d'alignement marketing et sales. Là, on est sur de l'alignement data et sales. Collectif sales and marketing, voilà, pour aller vraiment chercher les segments qui marchent bien, les signaux faibles qui fonctionnent bien et du coup, chaque mois, aller adapter le dataset qu'on va fournir pour que les commerciaux soient le plus à l'aise possible avec. C'est une démarche d'ailleurs au sein de Microsoft qu'on a aussi, le Collective Sales and Marketing, tout ce parcours client dans effectivement notre modèle de vente et d'engagement client et partenaire d'ailleurs B2B là-dessus. Alors tu parlais de learning, test and learn, justement, moi il y a un concept que j'aime bien, qu'on utilise d'ailleurs beaucoup en machine learning qui est et si, le what if, si je changeais un paramètre, qu'est-ce qui se passerait? Finalement, dans ce type de projet, la mise en place, tu as parlé d'agilité sur ce type de projet qui est assez intéressant, en mode un peu Scrum derrière avec des clients. Quels sont les learnings finalement de ce projet? Moi, il y a peut-être, on parlait de choses qu'on aurait fait différemment, il y a peut-être une chose que j'aurais fait différemment, même si le tech stack, le Power Apps s'appliquait parfaitement à notre besoin il y a 1 an et demi. Je pense qu'on s'est rendu compte en marchant qu'au final, on est vraiment sur un travail de consulting, comme je le disais, et la phase amont de collecte du besoin de notre client, de compréhension de son environnement technique aussi, est très importante et on ne peut pas faire rentrer ça dans un formulaire. C'est aussi simple. Voilà, très clairement. Donc ça, pour le coup, on l'utilise très peu, voire plus du tout quasiment. Donc l'idée, c'est de voir maintenant dans un temps 2 comment on peut quand même avoir cette approche customisée tout en restant dans une approche un peu industrielle où on a besoin que la donnée sorte vite. Donc il faut trouver l'équilibre. C'est aussi une démarche très différente des courtiers data traditionnels. Tout à fait. Même question côté Alexandre Artefact sur la façon dont Artefact a aussi accompagné et finalement les learnings de ce type de projet particulier. Ouais. Donc, probablement, si je rebondis sur ce que disait Julie, ce type de projet, c'est certainement pas un projet de tunnel de 18 mois. C'est-à-dire qu'en fait, ce type de transformation de la fonction, même si elle était relativement indolore pour les équipes, puisqu'ils ont vu en fait que les résultats, donc pas de changement de process majeur, en fait, ça se fait vraiment étape par étape. Et en fait, on a le droit de se tromper ou d'évoluer. Et ça, c'est dans l'état d'esprit de ce type de transfo, c'est hyper important. Parce qu'en fait, si on assume que peut-être que dans 12 mois, on changera un peu de fusil d'épaule, on évoluera, en fait, on va beaucoup plus vite pour un premier design et un premier développement. Et donc, en réalité, on a beau faire les meilleurs plans sur le papier, en réalité, il faut mettre une solution, il faut la tester, il faut la mettre côté en itératif derrière. Exactement, et en tirer enseignement. Et c'est pour ça qu'au bout d'un an et demi, faire évoluer l'expérience, la manière de faire, c'est évidemment normal. Et il aurait mieux, c'est évidemment la bonne manière de faire, plutôt que de repartir sur 6 mois additionnels d'études pour imaginer designer la meilleure solution. Donc, beaucoup de pragmatisme, ça c'est important dans la démarche. Et encore une fois, assumer qu'un produit data, une solution data, quelle qu'elle soit, elle évolue et on a besoin d'avoir un retour d'utilisateur qui va dire finalement c'est trop compliqué, c'est trop simple, c'est pas assez adapté et ces solutions-là doivent pouvoir évoluer rapidement.
Alors justement, sur l'après, sur finalement les prochaines étapes, donc cette engine, ce moteur existe déjà, il est mis à disposition, il y a déjà des clients de WebHelp. C'est quoi la suite, qu'elle soit sur l'aspect technologique? On voit beaucoup de choses autour de l'IA qui arrivent. Peut-être Alexandre, qu'est-ce que tu vois poindre comme chose intéressante à creuser là-dessus? Ouais. Donc effectivement, le champ des possibles et le terrain de jeu est quand même très large. Les quelques éléments qu'on voit qui vont toucher peut-être à l'expérience client, aujourd'hui, on peut être beaucoup plus exhaustif dans la compréhension de la satisfaction client dans un échange entre un conseiller, que ce soit pour du service client, de la prospection et un prospect. On va être capable d'analyser précisément la satisfaction. Parce qu'en fonction de la tonalité de l'appel, des mots échangés, du rythme, on est capable d'avoir une analyse assez fine de la satisfaction d'un client ou d'un prospect. On va pouvoir mesurer ou définir des motifs d'appel de manière assez automatisée. Et tous ces éléments-là vont permettre en fait, d'adapter les expériences, des parcours de vente. De personnaliser, de déclencher des alertes éventuellement sur des clients qui seraient plus à risque, des choses comme ça. Exactement. Donc ça, c'est un premier élément. Évidemment qu'on peut faire encore plus d'automatisation. On va pouvoir automatiser de la lecture d'email dans un service client. Déjà, identifier le motif de l'email s'il n'a pas été flagué ou mal flagué. Et puis, si c'est une demande simple, alors l'orienter automatiquement vers le bon service, voire même faire de la réponse automatique. Donc là encore, on peut aller plus loin d'automatisation. Et puis, le dernier élément où les pistes qui commencent à bien fonctionner, c'est comment je vais aider mon équipe commerciale, que ce soit la télévente, par exemple, où on est capable en fait, d'analyser en temps réel la nature d'un échange et d'afficher des informations sur l'écran de l'opérateur. Ouais. J'ai une demande sur un produit, bougez pas, je vais dans mon catalogue, je vous mets en pause. Ça, c'est une expérience qui n'est pas très positive. Aujourd'hui, il est possible d'identifier un produit et de pousser d'avoir une recommandation directe. Exactement. Pour augmenter finalement le commercial au moment où ça compte le plus, c'est au moment où il est en contact avec son client. Tout à fait. Sur un laps de temps d'une seconde, ce qui est quasiment du temps réel dans le rythme d'un appel. C'est d'ailleurs des solutions qu'on développe de notre côté. Nous, on a fait le pitch choisir pour l'instant une solution qui s'appelle Cognid. Alors, il y a plein d'autres acteurs sur le marché, mais en tout cas, on travaille avec eux sur plusieurs projets pilotes. On appelle ça du coup du Live AI Assistant, effectivement. Ça fait un bon entre-deux entre l'ancien script télévente et du coup un script personnalisé qui amène en fonction du contexte, voire de signaux faibles supplémentaires, qui permettra d'adapter encore plus ce que peut proposer le conseiller. Alexandre, même question finalement, est-ce que tu vois des choses poindre, Alexandre? Hop. Autant pour moi. Étienne, est-ce que tu vois d'autres choses poindre d'intéressant à creuser pour le futur? Ce parcours digitalisé, on disait avec toujours cette obsession de B2C, B2B, c'est le même. Pour nous, c'est un réflexe aussi de défense de valeur ajoutée, parce que si notre métier, c'est uniquement cette capacité à trouver les bonnes personnes pour faire ce business, c'est un marché de commodité. Donc, on investit énormément dans cette partie digitalisation. On a cité le speech analytics. On est en train de regarder aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire avec le métaverse autour de la vente. Donc, je pense que c'est endless. Il y a tous les 6 mois, on travaille sur la partie orchestration avec des outils comme Outreach, etc. Aujourd'hui. Après, sur la data, on est en train d'étudier. Il y a un enjeu clé pour nous, c'est de sourcer, de trouver les bons profils pour faire ce business. Et c'est pas simple. Dans le monde entier, il y a des pays où c'est super tendu aujourd'hui, aux US, mais même en Europe. Trouver un bon sales, c'est quelque chose qui est pas facile. Et on est en train de mettre en œuvre aujourd'hui une lead factory dédiée au recrutement, parce qu'on pense que le recrutement passif, genre je poste un job as et j'attends que les candidats viennent, ça fonctionne plus. Donc c'est un métier de sales. Il faut aller sourcer, trouver les candidats. Et à nouveau, la data, c'est la donnée clé pour être efficace sur ce type de métier. C'est-à-dire qu'on va voir apparaître, comme on l'a vu finalement sur la partie consumer, plutôt sur le marketing, des nouveaux profils de commerciaux qui savent utiliser la data pour mieux être productifs, en l'occurrence pour mieux loquer des contrats, etc. Ça, c'est une nouvelle compétence qui arrive fortement, en particulier dans le B2B. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Alors, on n'a pas parlé non plus d'un use case que j'aime bien, puisque, évidemment, vous le savez tous, ChatGPT enflamme pas mal la toile. Vous savez aussi que Microsoft a fait un partenariat avec OpenAI, donc l'entreprise qui a cette technologie depuis 3 ans déjà, et a déjà des services sur Azure, dont on n'a pas parlé d'un use case comme ça, qui est de créer finalement des contenus à la volée pour envoyer éventuellement à son prospect en fonction de son moment de vie, ou de créer un compte-rendu de réunion. Derrière, c'est aussi des choses qui pourraient augmenter la productivité finalement du commercial, pour mieux qu'il dédie du temps à écouter son client aussi, et puis à lui proposer des choses derrière. Donc, pour résumer, avant de conclure, et n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, que je vois commencer à popper sur le côté, améliorer la connaissance satisfaction, ça part de là déjà, d'avoir les bonnes données, la bonne qualité des données, automatiser,
in fine, améliorer la rétention des commerciaux, aussi des bons commerciaux. Je pense que ça, tu en as parlé au tout début, Julie, je pense que c'est clé finalement dans ces profils-là. Et tout ça pour évidemment ensuite faire grandir la relation client B2B et donc le business avec lui derrière. Peut-être pour conclure un petit mot avant les quelques questions que je vois, Alexandre, est-ce que c'est quelque chose que tu vois sur tous les autres marchés finalement, ce B2B qui a une diffusion massive, j'allais dire, en train de se professionnaliser dans sa transformation digitale? Oui, ça sans aucun doute. Et avec un élément qui s'accélère, c'est que évidemment qu'on veut avoir une expérience qui soit améliorée. Et puis il y a cette notion d'aller toujours plus vite et d'automatiser. Ouais. Donc on l'a évidemment évoqué sur le sujet web et cette lead factory, mais cette automatisation et cette recherche de l'expérience quasi temps réel, en fait, on la voit sur beaucoup de fonctions et beaucoup de projets. Parce que les clients entreprises attendent une réponse tout de suite. Exactement. Comme nous, quand on est en tant que consumer, finalement, on ne veut pas attendre. Exactement. Et c'est là où effectivement l'intégration d'outils, s'il y a une réponse technologique, elle est importante pour justement permettre effectivement des réponses la plus automatisées et rapides. Voilà, Julie, aussi avec l'apport du cloud qui permet cette flexibilité-là. Juste pour rebondir, je dirais automatiser au maximum tout en gardant cette touche humaine. Donc d'augmenter le collaborateur, le seller. Certains parlent de commercial augmenté d'ailleurs. Le but, c'est vraiment de garder cette touche humaine. Je pense qu'en B2B, on n'est pas encore prêt à passer à l'automatisation et au chatbot sur tous les sujets. Donc c'est important effectivement de faire en sorte que le commercial ait le temps disponible pour répondre vite. On a vu beaucoup dans les débuts de la transformation digitale, finalement, une automatisation pure où toute la relation client sera en ligne. Je pense que dans le monde B2B, on est encore moins dans ce cas-là. On le voit revenir un petit peu sur le B2C aussi. D'ailleurs, cette volonté, quand ça compte pour moi, d'être quand même avec un interlocuteur, encore plus dans le B2B, c'est ça la clé. C'est quand même la relation humaine qui compte à la fin. À partir du moment où j'ai les bonnes données, le bon contexte. C'est pour ça que les collaborateurs sont au cœur de tout cet engin, même si on parle de lead factory, data et techno. À la fin de l'histoire, c'est un enabler finalement des salariés. Etienne, même question d'ailleurs, elle est vraie pour l'interne Webhelp, j'imagine. Je pense qu'il ne faut pas opposer technologie people, ça marche de concert. Après, plus il y a de technologie, plus on a besoin de people différents. Donc en fait, moi, le constat que je fais, c'est que dans les années qui viennent, on va avoir un niveau d'exigence en termes de skills pour faire ce business qui n'a rien à voir avec celui qu'on avait il y a 3-4 ans. Donc c'est savoir utiliser cet environnement de tech stack et savoir vraiment avoir une capacité de consulting, de comprendre les besoins de l'entreprise plutôt que répéter un script qu'on a appris et qu'on répète pour tous les clients. C'est une question de personnalisation. Donc c'est des profils différents de ceux qu'on avait avant. C'est des profils différents, parce qu'il y a une évolution des profils qu'on peut avoir. On n'est plus effectivement dans la vente à la papa, comme tu disais initialement. Alors justement, ça amène, il y a quelques questions autour de ça. J'en vois une, c'est effectivement, on a beaucoup parlé de génération de lead B2B. En fait, ça n'est pas qu'un sujet de génération de lead, même si le titre le laisse entendre, on est sur l'ensemble de la chaîne. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur votre vision sur le future of sales, du coup, en particulier dans le monde B2B, du coup, puisqu'on n'est pas que sur un moteur de création de lead B2B derrière? Il y a des études qui sont sorties, McKinsey, Ben, au moment du Covid. Donc très clairement, il y a un arbitrage qui est fait entre la vente terrain et la vente à distance. Et toutes les études démontrent qu'on s'attend à un drop de 50-60% de la vente terrain au bénéfice de la vente à distance. Alors il y avait plein d'inconvénients qui étaient des a priori sur ce métier de la vente à distance. On ne peut pas conclure, on ne peut pas faire des grands paniers, etc. Tout ça est totalement balayé, d'autant plus que la génération maintenant qui est aux commandes, Y ou Z, comme tu le disais, c'est la même que celle qui consomme du Airbnb le soir, qui attend les mêmes outils. Donc elle attend exactement les mêmes outils. Donc en fait, on peut pas, on viendra pas. Les entreprises qui ont été forcées de le faire pendant le Covid ont constaté qu'en termes de ROI, quand vous faites 3 visites terrain ou 4 par jour, vous pouvez en faire 10 à distance. Nous, on a des plateaux multilingues à Barcelone ou à Athènes où on a des natifs de toute l'Europe qui vont adresser le marché suédois, belge ou quel que soit. Donc cette transformation, elle est là. Et donc le future of sales, c'est vraiment intégrer cet aspect remote et en le rendant de plus en plus efficace et de plus en plus personnalité. En fait, le client n'attend pas ce qu'il a trouvé tout seul sur le web en allant chercher un white paper, en consultant ses peers, etc. Ce qu'il attend, c'est une capacité de consulting, d'adaptation à son propre besoin. Je ne pousse plus un produit, je suis là pour vendre une solution qui répond au pain point du client. C'est-à-dire que le seller aussi, le vendeur, il attend des outils qui correspondent à ce qu'il veut au jour le jour, ou qu'il vit, tu parlais de métavers, peut-être des sujets de gaming autour, enfin d'une expérience d'outils qu'il n'attend pas juste effectivement à la fin de l'histoire, peut-être un fichier Excel. Donc on va retrouver aussi cette dynamique côté seller et côté client. Derrière, Julie, même question. C'est une vraie approche en fait omnicanal qu'on recherche. C'est un mot qui est facile à dire, c'est pas forcément facile à implémenter. Et l'omnicanal et le métaverse pour moi peut faire partie d'un de ces canaux de vente du coup sur lequel on planche actuellement.
Et on parle aussi, par exemple, de rapprochement B2C, B2B. WhatsApp, aujourd'hui, c'est un canal essentiellement B2C. Oui. Beaucoup de marques B2C ont ouvert ce canal pour du service client. Nous, on est aussi en train de regarder comment en faire un canal pour supporter la vente. Pas forcément pour vente, mais pour supporter l'approche omnicanal. Oui, c'est ça. En cross-canal ou en complément, effectivement, derrière. Alexandre, qu'est-ce que tu vas poindre, effectivement, comme évolution Oui, alors pour vous dire, c'est qu'effectivement, la relation commerciale va se concentrer sur la relation avec son client et toutes les tâches annexes sur lesquelles on peut, et je rebondis sur la notion de commercial augmenté, aider en automatisant ou autre, mais en tout cas, il faut limiter le temps sur les tâches chronophages qui ne sont pas liées à la relation client et à la création de valeur et aider l'équipe commerciale à se concentrer sur la relation. C'est pourquoi elle est faite. Alors, des questions, il y en a beaucoup là-dessus. On a parlé de la Lead Factory pour des cas d'usage sales et RH. Y a-t-il d'autres potentielles activités qui peuvent bénéficier de la Lead Factory? Cette démarche, finalement, d'automatisation pour que le collaborateur gagne du temps, elle est vraie. Oui. Globalement. Elle est vraie globalement. Après, pour moi, je sortirais ça de la partie Lead Factory qui est vraiment sur la gestion de contact et de data. On parlerait peut-être plutôt plus de RPA dans ce cas-là. Oui. Et là, en l'occurrence, chez WebHelp, on regarde beaucoup du coup le RPA, notamment avec cette entité qu'on a en Roumanie qui devient experte là-dessus. Il y a beaucoup de cas d'usage. Tu parlais tout à l'heure de traitement d'email, d'automatisation. Globalement, toute la robotique va supporter l'automatisation et l'accélération. On voit beaucoup de cas, effectivement, de ce qu'on appelle summarization en américain, c'est-à-dire la capacité de résumer un certain nombre de documents, de textes, de relations clients, de verbatim, pour en déduire des actions. Donc, tout ça se faisait ou à la main ou de façon trop simple probablement. Aujourd'hui, ces outils qui existent dans le cloud permettent de complètement ensuite automatiser cette tâche-là pour ensuite que les gens qui doivent prendre des décisions ou agir puissent agir directement. Et pour rebondir sur ce que tu dis, le RPA, du coup, la collecte d'informations, c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui et on va encore s'améliorer. Mais pour moi, le vrai enjeu de demain, c'est le NLP. Alors, c'est un peu un buzzword, donc un le NLP, algorithme. c'est Natural Language Processing, il faut Exactement. expliquer. C'est-à-dire la capacité d'analyser la sémantique, finalement, pas seulement la liste des mots qu'on a dans une phrase, mais le sens et l'intention d'une personne qui va interagir avec nous. Voilà, donc typiquement le sales, plutôt que de lui dire juste j'ai capté ce signal faible ou ce mot-clé sur un site web X fois, c'est de quasiment lui donner un peu la next best action et lui en dire ce qu'il doit faire de cette information et comment il peut l'interpréter. Alors il y a des questions qui posent, par exemple, un exemple de signal faible. Un exemple de signal faible, ça peut être un client qui poste quelque chose sur un réseau social, sur LinkedIn. Ça peut être ça. Un très simple, c'est pour savoir si une entreprise est en croissance ou pas, est-ce qu'elle recrute? Quel type de profil elle recrute? Alors, je vais donner l'exemple de Microsoft, mais pour savoir si, quand vous chassez, par exemple, quel est l'outil cloud que vos prospects utilisent aujourd'hui, on va aller regarder si l'entreprise prospect recrute des architectes système ou autres, et dans la job description, quels sont les hard skills qu'on demande aux architectes système? Est-ce qu'ils demandent AWS, Microsoft, Cloud, GCP, etc. En fonction de ça, on peut du coup un peu mapper l'environnement technique dans lequel le prospect évolue. Ça peut être un indice. Qui sont d'ailleurs des données finalement publiques, puisqu'elles sont disponibles. Le tout, c'est de les trouver au bon endroit, au bon moment, et de les remettre dans le contexte, par rapport à un contexte commercial derrière. Alexandre, tu vois d'autres types d'exemples de signaux faibles que tu as pu voir? Oui, après, il peut y avoir des exercices pour aider toujours dans une approche commerciale, de structurer un peu efficacement une veille concurrentielle. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, plutôt que de chercher des mots-clés sur la base d'une entreprise ou de mots-clés un peu standards, essayer d'avoir une approche un peu plus ouverte et d'essayer d'identifier, je sais pas, une levée de fonds. Alors, les grosses entreprises, elles communiquent, donc ça, on le voit facilement. Mais tout ce qui est entreprise SMB, ça peut être plus compliqué à identifier. Ou un concurrent qui a communiqué avec mon client récemment, ce qui est quand même un signal faible du faut que je m'inquiète. Exactement. Ça peut être ça derrière. Des questions autour du métavers, effectivement, déjà aussi. Est-ce que vous avez des idées sur le champ d'application du métavers dans le domaine du sales B2B? On en a défini un certain nombre aujourd'hui. Un qui concerne nos équipes en interne, donc ça peut être pour le recrutement. Ça peut être pour l'animation des kick-offs, dont on a des équipes qui sont réparties dans le monde entier, mais qui bossent pour les mêmes clients, notamment des GAFA. Donc la question, c'est est-ce que je peux réunir des équipes qui sont aux États-Unis, en Asie, et le métavers, c'est un superbe outil pour faire ça. Après, il y a des applications clients qui sont plus complexes, qui nécessitent vraiment des approches ad hoc. Et on est en train de creuser ce nouveau channel que pourrait être le métaverse dans le support à cette relation commerciale. Ça peut être une immersion. Alors, il y a des choses qui sont déjà assez proches sur les sites web. On gère un certain nombre de sites e-commerce pour des entreprises en B2B. On a une version aujourd'hui avec un live expert. Donc, c'est vraiment une immersion. Je rentre dans un magasin et j'ai un conseiller commercial, comme si j'étais en face à face avec lui, avec une caméra 3D qui me fait le tour des produits, etc. Répliquer cet univers-là dans Metaverse, c'est quelque chose qui nous semble possible. On a encore beaucoup de questions, mais je crois qu'il est l'heure en fait de vous laisser. Donc je suis sûr que ça va générer éventuellement d'autres questions sur lesquelles on pourra répondre. Je voulais vraiment vous remercier
tous les trois. Donc Étienne Thurion, tu es CEO de WebHelp Entreprise, Julie Cadalen, directrice de la transformation digitale de WebHelp Entreprise, et Alexandre Thion de la Chaume, partenaire conseil data chez Artefact. Merci beaucoup. On aura vu un champ B2B assez large, en tout cas une belle problématique derrière. À bientôt. Merci Xavier, au revoir.